Dans des artistes qui m'ont tout particulièrement marqué ici, que j'ai découvert d'ailleurs à l'époque où j'ai vu l'exposition, ou peut-être un peu avant, c'est Ryan Trecartin. Vous avez une pièce de Ryan Trecartin qui a beaucoup travaillé avec Lizzie Fitch. Il y a eu toute une exposition sur laquelle vous avez travaillé, je crois que c'était Annie Ever. Et là, je parle de IB Area de 2007. Moi, j'aime beaucoup ces deux personnes, Ryan Trecartin et Lizzie Fitch, qui ont un univers qui est le leur, qui est empreint de YouTube, qui est empreint de télé-réalité, qui a une part de folie contemporaine dans leur travail. Absolument, ce sont des artistes qui se sont fait d'ailleurs repérer par des conservateurs du PS1, donc un musée américain, par des publications qu'ils avaient faites sur les réseaux sociaux. Dans les années 2009-2010, c'était encore vraiment tout nouveau, cette façon de communiquer. Et c'est la particularité de Ryan Trecartin, c'est que c'est quelqu'un qui fait tout. Il écrit les textes, il va imaginer les décors. Donc les décors sont très importants. Les personnages qui jouent dans les décors ont participé d'ailleurs très souvent à la réalisation des décors, mais ce sont des décors qui sont des assemblages de produits achetés chez Ikea, de produits complètement détournés de leur fonction première. Donc il y a tout un travail de scénographie, des scènes, qui est extraordinaire. Et ensuite, le jeu des acteurs qui sont souvent maquillés, qui sont excessifs, tout est dans l'outrance, dans la démesure, aussi bien dans le son de la voix que dans la gestuelle, que dans le costume, bien sûr. Et ça va donner des vidéos très longues, un peu hystériques, complètement décalées, déphasées, mais qui sont un peu, comme vous le disiez, des formes de télé-réalité. Parce qu'on sent très bien qu'il y a un jeu, que ceux qui jouent sont tout le temps en train de s'adresser à la caméra comme si c'était une personne. Et il y a ces interactions très étonnantes. Et vraiment, ça a été une exposition assez marquante. De même que Matthew Barney, Cremaster, avait été très importante. Voilà, c'était une autre façon de s'immerger. Tout était traité, le sol, le plafond, les murs, il n'y avait rien de laissé au hasard. Rarement j'ai vu un artiste à qui je prêtais ma voiture pour qu'il aille chez Ikea acheter encore des choses parce qu'il fallait en mettre. Donc il y avait vraiment ce rapport très compulsif, on va dire, mais qui donnait aussi cette idée de la surconsommation dans laquelle on est. Donc voilà, des façons de regarder, d'écrire avec des mots d'argot, mais aussi d'une poésie très marquée chez lui, avec un sens du rythme pas du tout, enfin, très innovant, je trouve. Et c'est un artiste qui vit en groupe, qui au fond montre ce qu'il vit. Et ça, c'est aussi très intéressant. Il est à l'unisson avec son mode de vie. Et merci de mentionner Matthew Barney pour son exposition Cremaster, qui a été un moment très fort ici, qui a beaucoup marqué. Ouais, moi, je m'en souviens. Hein, et j'étais évidemment pas le seul à être marqué par cette esthétique, par cet artiste qu'on a vu arriver comme ça assez vite avec une esthétique très forte. Mais je vais évoquer des gens un petit peu moins connus qui sont en train de monter, qui sont aussi un collectif, puisque vous évoquiez la part collective du travail de Trecartin et Fitch. C'est 10. Il y a une œuvre de 10 qui est rentrée dans la collection, une œuvre de 2013, j'imagine rentrée assez récemment, qui est un collectif qu'on a vu aussi dans l'exposition Coworkers, qui est très post-internet, s'il y avait encore des tendances dans l'art, on va dire qu'il représente véritablement cette tendance un peu post-internet. Oui, d'ailleurs, c'est Ryan Trecartin qui nous avait présenté 10, avec qui il travaillait. 10 était d'abord aussi un magazine et une plateforme. Ils faisaient aussi du vêtement, il y avait beaucoup de choses très différentes. Et d'ailleurs, ils étaient associés au commissariat de l'exposition Coworkers en 2015. Okay. Donc c'est vrai qu'on a acheté 2 vidéos. L'une qui s'appelle Younger Than Rihanna et l'autre, je crois que vous avez dit le titre. Emerging Artist. Voilà. Très intéressante avec, c'est que des femmes enceintes. C'est des femmes enceintes, oui. Et c'est en fait une référence à cette femme Kim Kardashian qui a aussi montré sa grossesse. Donc en fait, ça fait aussi bien sûr référence à la popularité, à la célébrité. Donc ces femmes qui attendent un enfant, sera-t-il un grand artiste? Comment peut-on faire pour qu'il soit artiste? Donc il y a tout ce jeu sur la renommée, sur l'importance de devenir quelqu'un. Donc c'est évidemment des traits de notre société qu'on a vu de plus en plus apparaître et nous envahir à travers aussi les réseaux sociaux, le selfie, etc. Et puis vous avez une version de Grosse Fatigue. Oui. Hein,
Alors, je ne sais pas combien il y a de versions, mais là, j'imagine que le monde entier, tous les musées ont dû, au moment où elle a eu son prix, son lion d'argent, moi, je l'ai vu dans plein d'endroits dans le monde. Je sais qu'elle a été montrée vraiment sur tous les Ah oui. continents. Oui, alors en fait, un artiste qui fait une œuvre vidéo doit forcément limiter en un certain nombre d'exemplaires. Donc en général, il y a une épreuve d'artiste que l'artiste va garder et il va commercialiser par sa galerie, en général, 4 ou 5 versions, pas plus. Ensuite, la vidéo a le propre de pouvoir circuler très facilement. Donc le musée d'art moderne a montré Grosse Fatigue à Goa, en Inde, il n'y a pas longtemps, parce qu'on a été invité à le faire. Donc c'est vrai que l'œuvre peut voyager, mais normalement, il n'y a que 5 propriétaires. J'imagine qu'au moment de l'achat, il fallait peut-être se dépêcher un petit peu parce qu'il y avait d'autres musées qui étaient sur le coup, non? Alors, elle l'a montré effectivement à la Biennale de Venise. On l'a acheté le premier jour de la Biennale. Ok. On l'a vu une fois et on a dit on l'achète. Oui, vous étiez prêt. Vous étiez En fait, on motivé. n'avait pas. Bien sûr, après, il y a tout le processus dont j'ai parlé tout à l'heure, donc on ne Oui. peut pas dire qu'on l'a acheté, mais on a décidé tout de suite Ouais. parce que c'était remarquable comme œuvre. Elle avait à la fois un rythme, donc c'est une œuvre qui montre une espèce d'histoire de la création du monde à travers la présentation de tout ce qui fait l'univers, c'est-à-dire la planète, les animaux, le langage, les formes, les couleurs, etc. Mais c'est montré à travers un écran d'ordinateur de Macintosh, pour ne pas le nommer, mais à l'époque c'était ça. Et donc on voit ces écrans qui se superposent, ça va à une vitesse folle, mais on a la capacité de tout lire, de tout comprendre. Et puis il y a un espèce de poème verbal très rythmé qui donne aussi un peu une accélération à certains moments des images et qui fait que c'est complètement, on est emporté par l'image et le son et on traverse l'histoire de l'humanité et toutes ces questions grâce à cette vidéo. Mais il y a aussi des petits clins d'œil, il y a de l'humour, c'est vraiment, et ça parle à tout le monde. Enfin, il y a vraiment une grande puissance de ce travail qu'elle avait mené en allant d'ailleurs dans des réserves de musées notamment chercher des Notamment à exemples. Washington, Exactement. un lieu où elle a fait une résidence d'artistes. C'est aussi là que les artistes se construisent, comme vous citiez Bourriaud, comme le dit Bourriaud dans Radican. Et puis, il y a un artiste moi, que j'aime beaucoup, je crois qu'on partage cet intérêt, c'est Ed Atkins. Là, je pense c'est une œuvre de 2014. Je ne sais pas en quelle année vous en avez fait l'acquisition, mais c'est un artiste qui est devenu extrêmement important, qui était encore à la dernière Biennale de Venise d'avant le confinement, avec des œuvres plus récentes extraordinaires, qui a été montrée, je dis de l'autre côté, je pense au Palais de Tokyo, chez Vuitton, enfin partout aussi. C'est un artiste majeur et un artiste qui a émergé aussi avec une esthétique très liée aux jeux vidéo, à la synthèse. Bien sûr, lui aussi, il va chercher ses caractères et il les constitue à partir d'éléments qu'il achète sur Internet. Tout est fabriqué, bien sûr, en studio. C'est aussi un poète, il écrit des poèmes. Il y a aussi ce souci du langage, ou même dans la vidéo que nous possédons qui s'appelle Happy Birthday, c'est un personnage qui n'arrive plus à prononcer les mots, qui commence à perdre pied. Il est envahi, au fond, par toutes ces informations qui viennent se télescoper dans son cerveau. Et c'est une espèce d'aphasie, de perte de la mémoire, de perte de l'élocution, qui est complètement anxiogène. Et il est dans une espèce il va s'immerger au fond à la fin dans la mer, être envahi par tout ce qui le dépasse. Et donc c'est très révélateur, bien sûr, de ce que notre société nous conduit à vivre et à craindre. C'est un film en noir et blanc, c'est ça qui est intéressant. Oui, qui est rare dans son travail d'ailleurs. Et un écran qui est posé en espèce de diagonale, comme ça. Enfin, il y a beaucoup de recherches, tout est calculé chez lui de manière très précise. Oui, chez Atkins, il y a une vraie volonté de scénographier de cette nouvelle génération vidéo, de ne pas simplement faire une projection. Bien sûr. Et ce qui change un petit peu notre relation à l'œuvre. Alors on pourrait évidemment continuer comme ça pendant des heures. J'ai encore plein d'œuvres que j'ai découvertes ici, d'artistes que j'ai découverts ici. Il y a une petite tradition à la fin, c'est de poser la question que je qualifie de secrète, mais dont vous avez dit qu'elle serait bienveillante. Vous pouvez regarder les caméras là. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de terminer avec un point de vue. Ce qui nous a intéressé, c'était votre point de vue.
ou peut-être un conseil à la jeune curatrice qui aujourd'hui voudrait travailler dans une institution, ou peut-être si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui quant à l'état de l'art, en liaison avec le marché, avec ses bouleversements, avec la crise Covid, avec les NFT, enfin ça fourmille, hein, c'est là aussi qu'on a le miroir de la société. Si vous aviez un conseil ou lié au musée, à la visite, aux spectateurs, vous pouvez aussi vous adresser au public ou au public avec un S. Si vous aviez, comment vous aimeriez conclure avec soit un conseil, soit un point de vue, soit là maintenant? Ben, moi, ce que je dirais, c'est que beaucoup d'artistes se forment, cherchent à émerger. Peu vont vraiment parvenir à avoir une visibilité et faire quelque chose de très entendable ou visible. Donc je trouve que notre métier, c'est aussi de donner accès. Alors bien sûr, on a un travail vis-à-vis du public, mais moi, je passais cet après-midi, j'ai reçu une jeune artiste qui se préoccupe d'exposer, de se faire reconnaître. Et je trouve que les artistes sont des lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui nous sensibilisent, qui anticipent, qui sont très sensibles et à vif. Et je pense qu'il n'y a pas assez de lieux où on ressent ça. Donc moi, mon conseil, c'est connaissons chacun des artistes, aimons-les, donnons-leur la possibilité de s'exprimer. Le musée n'est pas le seul lieu possible, hein. Il y a beaucoup d'autres endroits où on peut voir des artistes, on peut voir leur travail, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on aurait besoin tous d'avoir des artistes près de nous pour nous donner un autre regard et une autre sensibilité dans notre rapport au monde, tout simplement. Vous recommandez donc la visite d'atelier. Oui, par exemple. Ouais. Odile Burlero, un grand merci à vous pour ce temps passé en ce lieu que tout le monde connaît. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.